IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Au-delà du miroir, ce soir avec Denis Dubouchet, état de conscience élargi, psychothérapie et chamanisme. Denis Dubouchet est psychologue clinicien, il est aussi psychothérapeute et Gestalt thérapeute. Il est formé à la fondation Shamanic Study de Michael Arner. Il a travaillé avec des chamans et participé à des cérémonies dans leur pays. Il nous conte dans son livre un récit vivant d'un parcours personnel passionné entre musique et spiritualité qui amène pas à pas le lecteur à découvrir une forme spécifique d'accompagnement des personnes dans leur quête intérieure. C'est une émission par téléphone. Denis Dubouchet, bonsoir. Bonsoir à vous, et merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous ce soir pour nous parler de ces états au pluriel de conscience au singulier élargi, aussi au singulier de psychothérapie et de chamanisme. Alors pourquoi, vous le dites en début de livre, pourquoi vous préférez parler d'état de conscience élargi que de conscience modifiée? Alors, il y a une distinction effectivement que je fais qui me semble assez importante, puisque quand on va dans des états de transe, parce qu'en fait ce sont des états de transe, on va vers quelque chose qui est plus grand, c'est-à-dire c'est pour aller voir autre chose de nous ou de notre environnement. Donc c'est pour ça que je vais appeler ça état de conscience élargi. Mais il y a aussi d'autres états de conscience que j'appelle états de conscience altérés. Donc c'est vraiment pour faire cette distinction-là qu'on peut retrouver quand, par exemple, des gens sont ivres ou quand des gens sont dans des formes de délire. Pardon. Donc voilà pourquoi je pense que c'est plutôt, pour moi, beaucoup plus pertinent de parler d'états de conscience élargi quand on est dans une démarche qui peut être de thérapie, mais qui peut être aussi dans une démarche spirituelle. Alors vous dites, quand nous sommes en état de conscience élargi, où sommes-nous? On peut se poser la question. Est-ce une production de notre imaginaire, une résurgence de notre inconscient? Est-on en contact avec une supraconscience universelle, ou des figures archétypales, ou des figures traditionnelles, ou des esprits, ou autres déités dans la question? Donc c'est quand nous sommes en état de conscience élargi, où sommes-nous exactement? Alors ça, c'est vraiment une question qui est très personnelle. C'est-à-dire que je vais vous parler en tant que thérapeute. C'est-à-dire que quand je vais accompagner des gens à partir d'états de conscience élargie, c'est pas moi qui vais décider est-ce qu'ils sont en contact avec une figure archétypale, avec du divin. C'est-à-dire que c'est de les faire cheminer dans des états différents où eux vont pouvoir dessiner leur propre cartographie pour que dans leur cheminement personnel, ils puissent saisir de cet nouvel espace, de ces nouveaux espaces, pour pouvoir nourrir leur être, leur personnalité. Et donc, je vais plutôt accompagner les gens dans diverses expériences pour qu'ils puissent, eux, décider dans quel espace ils sont. Oui, vous leur demandez d'être leur propre chaman. Alors, d'une certaine façon, oui, parce que vous voyez, dans les différentes traditions que j'ai vues, que j'ai côtoyées, ce qui m'a quand même interpellé, c'est que les chamans avaient chacun un monde des invisibles différent. C'est-à-dire que même dans un même pays avec une même culture, ils avaient une représentation différente. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est tort ou l'autre qui a raison, mais ils vont travailler à partir de leur propre représentation. Et il me semble qu'en tant que thérapeute, on va aussi aider les gens à se faire une vision du monde qui les entoure, que ce soit des mondes visibles ou des mondes invisibles, et de ne pas décider pour eux. C'est-à-dire que s'il y a un moment, je vais dire aux gens, vous êtes là plutôt dans un monde, on va dire, à des esprits, je vais me positionner comme un gourou, c'est-à-dire je vais dire, ben voilà, je sais là où vous êtes et vous allez suivre ma propre cosmologie. En tant que thérapeute, pour moi, je ne fais pas ça. J'aide les gens à ce qu'ils puissent, eux, avoir leur propre cosmologie. D'accord, on pourrait peut-être revenir un peu sur la fondation Shamanic Study de Michael Arner. Vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur elle. Alors,
Michael Harner, au départ, c'est un Américain, anthropologue, qui a fait sa thèse sur le chamanisme et qui a consacré sa vie au chamanisme, qui était des profs d'université et qui a ensuite abandonné l'université pour faire sa fondation. C'est quelqu'un qui s'est promené dans le monde entier et pour être initié par différentes cultures, par différentes ethnies, sur des techniques de soins chamaniques. Et il a eu à cœur de vouloir transmettre ces techniques pour qu'en Occident, puisqu'on a quand même perdu toutes ces traditions-là, on puisse nous être reconnectés pour ces systèmes de soins ancestraux qui étaient déjà présents. Donc, ils font des formations où il y a des stages de base, après des stages qui sont très typés sur recouvrement d'âme, extraction, vivre la mort, différents stages. Une fois que vous avez fait tous ces stages, vous avez une initiation où en fait vous allez postuler pour être formé, et là c'est une formation qui dure 3 ans. Vous allez être ensuite initié à des systèmes de soins traditionnels, et là on vous demande de pouvoir garder le secret de cette initiation-là et donc de ne pas transmettre ce qu'on vous a appris. Vous dites que le point commun dans tous ces chamanismes traditionnels, ce sont les esprits. Oui, c'est-à-dire que tous les chamans ont un point commun. Ils pensent que les esprits existent. C'est pas du symbolique. Pour eux, c'est vraiment des entités avec lesquelles ils vont travailler, avec lesquelles ils vont négocier. Et parfois, ils vont faire vraiment des deals sérieux. Ils vont même, j'ai même vu un chaman un jour engueuler les esprits parce que ça s'était pas passé comme il voulait. Donc, il y a vraiment un travail d'aller contacter ces esprits, aller dialoguer avec eux, aller se faire guider par eux. Mais c'est pas non plus les esprits, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on entend souvent, je suis un canal. Non, ils sont pas que canal, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à un moment responsables du soin. Même si les esprits leur disent tu dois faire ci, tu dois faire ça, au bout du compte, eux doivent faire filtre et ils vont le faire aussi d'une certaine façon. Donc ils ont tous ce point commun. En tout cas, dans toutes les traditions que j'ai vues, c'est que pour eux, les esprits existent, c'est pas du symbolique. Il faut savoir reconnaître les différents esprits auxquels on s'adresse et pour savoir comment travailler avec eux. Pour en revenir au chamanisme, est-ce qu'on peut penser qu'il fait partie du développement personnel, ce développement personnel qui, depuis les années 60, a beaucoup évolué, s'est beaucoup grandi, et comme dirait Roland Gori, que vous citez dans votre livre, c'est une grande salade niçoise. Est-ce que le chamanisme fait partie du développement personnel? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, oui et non. Ça peut l'être si c'est vraiment bien accompagné, mais ça peut être aussi un piège de l'ego, parce que c'est aussi des jeux de pouvoir, dire moi je sais guérir, je vais contacter les esprits. Donc c'est une façon de s'engouffrer vers une sorte de moi héroïque, de moi tout puissant. Et pour moi, ça c'est pas du développement personnel. C'est-à-dire le développement personnel en tant que thérapeute, c'est aussi faire ce travail personnel, qui est un travail qui est long, qui est un travail d'humilité. Et à ce moment-là, si on le prend dans cette dimension-là, on peut aller dans une dimension spirituelle, ce que j'appelle une dimension qui va être transcendantale, de transcendance, et qui vient nous nourrir, nous, en tant qu'être humain, puisque en tant qu'être humain, la fonction de la transcendance, elle est vraiment importante dans notre propre humanité. On parle de néo-chamanisme, ça veut dire quoi? Alors, le néo-chamanisme, c'est un peu un terme plutôt péjoratif qui est suite au mouvement New Age, où les gens sont allés faire des stages de chamanisme, voire sont allés faire des expériences dans des forêts amazoniennes avec des chamans, et ils reviennent se décrétant eux-mêmes chamans. Donc c'est une sorte de nouveau chamanisme, mais avec une mélange New Age un tout petit peu, avec une philosophie New Age qui n'est pas vraiment du chamanisme ancestral, qui de toute façon ne peut pas avoir lieu dans notre propre culture, puisque le chamanisme dans les cultures ancestrales, elle a toute sa place, elle a du sens, elle a une fonction sociale, ce qui n'est pas le cas. Et dans la forme du néo-chamanisme, telle qu'elle est dite actuellement, telle que je la comprends, c'est plutôt un terme plutôt péjoratif pour des gens
qui s'amuserait à faire du New Age, être avec des états de conscience élargis, mais sans aller au-delà. Alors, il y a aussi tout le travail de Toby Nathan sur l'ethnopsychiatrie. Tout à l'heure, vous disiez que, en fonction de là où on est né, on voit pas les choses pareilles. Oui. Donc, cette ethnopsychiatrie qui est née aussi. Alors, Toby Nathan, lui, a fait quelque chose de, je trouve, très, très intéressant. C'est-à-dire qu'il a bien perçu qu'en fonction d'où on était né, on n'avait pas les mêmes codes symboliques. Et que le fondement du discours de chaque société ne va pas calquer sur une autre société, et même quand on est thérapeute. Donc, ça veut dire que dans ses consultations, il va, lui, avoir des psys qui vont être d'origine différente. Il peut avoir une psy juive ashkénaze qui va avoir sa Torah en VO, comme il dit. Il peut avoir un psy africain qui, lui, sera aussi initié. C'est-à-dire qu'il postule qu'en tant que thérapeute occidental, quand on voit quelqu'un d'une culture étrangère, forcément, notre outil thérapeutique va être limité et que la fin de la thérapie doit être faite avec quelqu'un d'une autre culture. Ou, de mon point de vue, Toby Nathan a franchi le Rubicon par rapport à ce qui serait d'une thérapie, c'est-à-dire qu'à certains moments, il faisait, alors je ne sais pas s'il le fait encore, mais il faisait des médicaments, ce qu'il appelait des médicaments, c'est-à-dire que par exemple, il demandait à ce que sa psychologue juive ashkénaze lise un texte de la Torah au hasard. Il pouvait écrire sur une feuille de papier en hébreu ce qu'elle avait écrit. Il mettait cette feuille de papier dans une bouteille remplie d'eau. Il secouait comme ça la bouteille jusqu'à ce que toutes les lettres soient effacées. Il retirait la feuille et il donnait cette bouteille aux gens en disant voilà, c'est du médicament, vous allez en boire une gorgée par jour pour vous guérir. Donc là, on est sur deux systèmes d'interprétation. Soit on pense que c'est du symbolique et que c'est une fonction de placebo, ce qu'on pourrait entendre dans notre culture occidentale. Soit on est dans un système de soins traditionnel et pour eux, c'est pas du placebo, c'est pas du symbolique, c'est-à-dire que c'est du vrai médicament. C'est-à-dire qu'à travers ces écritures, elles sont chargées d'une force. C'est comme ça qu'on le conçoit dans les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire qu'il y a une force qui passe à travers l'écriture et cette force, quand vous allez boire ce liquide, elle va venir vous soigner, elle va venir prendre place à l'intérieur de vous. Donc voilà, Toby Nathan, tel que je l'ai lu, tel que je l'ai entendu, je pense qu'il a fait une évolution comme ça, où il est passé de quelque chose de très thérapeutique, avec des codes symboliques, à quelque chose qui, me semble-t-il, va de plus en plus vers une position chamanique. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord avec mon analyse. Non, mais peut-être un jour on lui posera la question, c'est pas grave. La question. Alors, dans le même ordre d'idées en ce qui concerne la guérison spirituelle, que ce soit en avalant des lettres dissoutes, c'est moi qui le rajoute, mais la guérison spirituelle ne veut pas dire guérison physique. Oui. Une personne peut décéder de sa maladie en ayant eu un soin spirituel. Oui. Ça, c'est important de le rappeler. Oui, et là, j'ai vraiment une très très belle histoire comme ça. C'est une chamane absolument incroyable que j'ai vue, qui est assez âgée et qui un jour, il y a une personne occidentale qui vient la voir et qui dit que, écoutez, j'ai un cancer et les médecins pensent que c'est fini pour moi. Est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi? On m'a dit que vous étiez une grande chamane. Donc elle lui dit, écoutez madame, je ne sais pas si je peux quelque chose pour vous. On peut quand même travailler ensemble si vous le souhaitez, mais je ne vous promets rien. Donc elles font un travail qui dure 6 mois. Et au bout de 6 mois, la personne est vraiment très malade, elle va décéder. Et avant de mourir, elle lui dit « Je sais ce que c'est maintenant qu'être guéri. Vous m'avez guéri. Je vous en remercie et maintenant je peux mourir en paix. » Et je pense que là, il y a quelque chose d'une guérison spirituelle. Et en tout cas, moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué cette expérience. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le soin de l'âme. Il y a beaucoup d'expériences écrites dans votre livre. Il y en a une où vous êtes
en train de, il y a une femme qui est en transe et qui d'un seul coup se trouve des dons de guérisseuse et qui vient vers vous alors que vous lui avez rien demandé et qui vient vous soigner, qui est persuadée que vous êtes malade et qui vient vous soigner alors que vous avez rien demandé. C'est aussi Oui. amusant, ça. Alors ça fait partie des travers aussi des expériences d'état de conscience élargi, c'est-à-dire que ça demande vraiment un accompagnement très très important parce qu'on peut avoir comme ça une vision qui est très claire. Une première vision qui est très claire et si on la prend au pied de la lettre, elle peut nous conduire à des formes d'absurdité. C'est-à-dire que cette femme s'était vue comme étant une guérisseuse, finie de sa transe, elle est persuadée qu'elle est une guérisseuse et qu'elle doit aller sauver le monde. Sauf qu'elle ne va pas plus s'interroger sur sa vision. Il y a vraiment cette paresse intellectuelle qui fait qu'elle en reste au tout premier degré, qui, je pense, au niveau de son ego aussi, vient parler d'elle. Hein. Mais en tout cas, pour moi, ça vient aussi signifier que quand on travaille avec des états de conscience élargis, ça nécessite un accompagnement qui est vraiment très sérieux. Et c'est pas uniquement on est entre amis, on voit des choses merveilleuses et on s'arrête au tout premier degré parce que ça peut être vraiment catastrophique et voilà, moi j'ai même vu des gens qui avaient une vision qu'il fallait se dépouiller de tout. Après tout, c'est leur vie, pourquoi pas, sauf que quand vous avez une famille et puis quelques enfants qui doivent faire des études, si vous vous dépouillez de tout, ça aura des conséquences sur vos enfants et sur leur façon de faire leurs études aussi. Même si la femme vous dit, mais de toute façon, mon fils a choisi son karma, donc il a pas besoin de moi. C'est-à-dire que Oui. les réponses sont toutes prêtes pour vous dire que... Et les réponses sont absolument toutes prêtes, mais c'est là où, en tant que thérapeute, pour moi, on a une responsabilité aussi. C'est sa vision du monde, c'est son anthropologie, mais c'est aussi de venir questionner, ok, mais pour vous, est-ce que ça vous semble juste aussi dans ce monde, dans cette réalité-là, dans ce que doit vivre votre fils, quelles conséquences ça a? Alors, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais de venir questionner ces raisonnements-là. Est-ce qu'on parle du travail sur les plantes, puisque finalement, est-ce que vous avez des personnes qui viennent vous voir parce qu'ils ont un peu abusé de ces plantes? Oui, oui. C'est le but de votre livre, je pense. Hein. Oui, 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 oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important parce que il y a une forme de narcotourisme, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que des gens qui vont en quête de nouveautés, d'émotions, de vrai, vont partir dans des pays étrangers, souvent en Amérique du Sud, parce qu'il faut quand même savoir que la plupart des chamans, à peu près 90% des chamans dans le monde n'utilisent pas de plantes. Ils ont des visions soit spontanées, soit avec un tambour, une guimbarde, un hochet, mais n'utilisent pas de plantes. Et c'est surtout, principalement en Amérique du Sud, on peut le trouver aussi en Mongolie, des fois avec pour des champignons où ils prennent. Mais il y a vraiment un narcotourisme actuellement en Amérique du Sud où les gens ne sont pas du tout préparés pour être dans des visions comme ça. Les chamans, quand ils accueillent, ils savent que les gens viennent de loin, ils ont payé cher en avion, donc parfois ils peuvent aussi augmenter des doses pour que les gens en aient pour leur argent. Et moi j'ai pu avoir des gens qui ont eu des visions absolument effrayantes parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Ils reviennent en France et ils sont avec toutes ces peurs, toutes ces craintes et ça peut être vraiment destructeur. Et alors comment vous faites quand ils reviennent pour arriver à effacer ça? Alors pour moi je ne vais pas effacer, c'est-à-dire que je vais travailler avec eux. Quel sens prend toutes ces visions, ces messages? Alors il peut y avoir différents niveaux, c'est-à-dire que je postule qu'une même vision peut avoir plusieurs sens. Il y a vraiment une polysémie à travers une vision. Donc il peut y avoir le niveau personnel de ce que j'ai vécu, où ça peut me parler d'une agressivité. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'est vu attaqué par un dragon ou par des gens et dévoré, ça peut parler de l'agressivité que j'ai dans mon quotidien. Ça peut parler de mon imaginaire, aussi limite de comment je suis relié à ma société. Ça peut parler d'une position beaucoup plus spirituelle. Qu'est-ce que ça me donne comme vision du monde? Et ça peut aussi être sur quelque chose qui est très processuel, c'est-à-dire que
finalement, quand j'ai cette vision-là, ça me conduit à faire quoi et d'aller regarder aussi le processus là où cette vision pourrait me conduire. Donc, en tant que thérapeute, je vais Oui, ça c'est aller le côté visiter tous ces psychothérapie là. niveaux-là. Voilà. C'est le côté psychothérapie là. Oui, c'est le côté vraiment psychothérapie. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je me positionne en tant que thérapeute. Les chamans, quand vous allez dans la forêt amazonienne ou ce que vous avez comme vision, ils s'en fichent. Hein. Eux, ils font leur truc et après, vous repartez, vous remontez dans l'avion, ce que vous avez vu. Tout ce qu'on fait, blablabla, blablabla, c'est nos histoires d'occidentaux. Hein. Et donc vous n'êtes pas pour enfin les personnes qui ont vécu un peu, on peut dire des extases et tout, pensent que les plantes sont des enseignantes et que Oui. tout le monde devrait prendre des plantes. Donc ça vous réfutez cette affirmation. Hein. Ben, Oui. tout le monde ne devrait pas prendre des plantes Non. et les plantes ne sont pas des enseignantes. Alors, pour moi, non. Alors, je vais vous faire deux réponses. Je vais vous faire une réponse, on va dire thérapeutique, et une réponse chamanique. La réponse thérapeutique, c'est non, c'est pas des enseignants, ça vous fait voir des images qu'il va falloir ensuite analyser, décrypter, et c'est vous qui allez retirer vos enseignements de ces images. Et en plus, je pense que toutes les structures de personnalité ne sont pas aptes à prendre des plantes. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur une structure plutôt psychotique, vous pouvez augmenter un délire. Ou vous pouvez augmenter un clivage, enfin, vous pouvez augmenter quelque chose. Ça, c'est toutes les contre-indications qui sont en fin de votre livre. Est-ce que vous en avez pris des plantes, vous ? Est-ce que vous avez pris des plantes ? C'est quelque chose qui est complètement illégal. Oui, non, mais vous en avez pris pour pouvoir en parler. Je connais. Bon, vous connaissez, donc c'est sûr que si vous connaissez, vous pouvez en parler. Oui. Voilà, c'est aussi dit dans votre livre que vous ne comprenez pas comment c'est illégal en France, donc en France, on ne doit pas pouvoir en prendre. Non, ce que je dis que bien accompagné sur un plan médical, ça pourrait être au niveau thérapeutique quelque chose de très intéressant. Actuellement, il me semble qu'il y a certaines substances qui sont à nouveau retestées, notamment pour les syndromes de stress post-traumatique. Il me semble que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais aux États-Unis, pour les soldats qui reviennent oui, c'est la de zones... piscidine, je sais pas. Oui. Il me semble qu'en Israël aussi, c'est un ami israélien qui m'a dit ça, qu'ils étaient aussi en train de à nouveau retester ce genre de substances, bien contrôlées, avec un vrai suivi de thérapie. Ça peut être, de mon point de vue, une aide, mais pas de façon sauvage. On va faire une mini pause musicale et ensuite on ira vers les trans, voir ce qui se passe un peu. Merci, okay. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, nous allons poursuivre cet Au-delà du miroir avec Denis Duboucher. Nous parlons des états de conscience élargis, psychothérapie et chamanisme, et nous en sommes au niveau des trans. Alors, l'état de transe intrigue, il fait parfois peur. Lors d'un stage pour des thérapeutes où nous proposions des expériences à partir du tambour afin de voir comment ce type d'état de conscience élargi offrait un gain pour la pratique professionnelle, un stagiaire fit cette remarque. Mais qu'est-ce que je vais montrer de moi ? Quel regard les autres vont-ils porter sur moi ? Les trans, est-ce que c'est si facile que ça de rentrer en transe et de le montrer aux autres ? Alors, il y a différents types de trans. C'est-à-dire que si, au niveau de l'image de la transe, on a la transe des chamans mongols qui parfois se roulent par terre, se bavent dessus, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de tous les chamans mongols. Dans ceux que j'ai vus, ils ne faisaient pas ça. Mais il y a quand même cette image-là, il y a quelque chose qui peut être effrayant quand même au niveau de la transe. La transe, ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup moins visible extérieurement. Hein. Quand vous faites de l'hypnose, pour moi, l'hypnose, c'est un état de transe, c'est un état de conscience élargie. Ça n'a rien de très spectaculaire. L'hypnose, elle est utilisée actuellement à l'hôpital contre la douleur. C'est plutôt très efficace.
en même temps, toutes les structures de personnalité ne peuvent pas être non plus hypnotisées. C'est-à-dire quelqu'un qui va être paranoïaque, c'est sûr que ça va être très compliqué pour l'hypnotiser. C'est-à-dire que là aussi, l'état de transe, pour rentrer en transe, il va falloir avoir confiance en la personne qui vous propose la transe. Donc j'ai envie de vous dire, toute personne qui accepte de se laisser guider, de se laisser porter, peut être en transe. Si au fond de vous, il y a un sentiment persécutoire ou une crainte trop importante, vous n'allez pas rentrer en transe. Alors, vous faites la différence entre la transe et la possession et vous dites que la transe apparaît lorsque le moi disparaît. Oui. Alors, la possession, là aussi, c'est plutôt un terme chamanique. C'est-à-dire que pour beaucoup d'ethnologues, les chamans étaient possédés. Pour moi, les chamans, ils ne sont pas possédés. C'est-à-dire que les chamans vont consciemment entrer en transe, vont fusionner à certains moments avec des guides ou avec des esprits, mais ils sauront à tout moment arrêter cette fusion. Dans la possession, vous ne choisissez pas. Vous allez être habité par une entité, par un esprit que vous n'avez pas choisi et dont vous ne pouvez pas vous défaire. Ça, c'est vraiment une différence. C'est-à-dire que dans la possession, il n'y a pas de choix. On subit. Alors, l'extase et l'instase, comme dirait Mircea Eliade. L'extase, est-ce qu'on peut penser que c'est une sorte de transe ? Alors oui, l'extase, pour moi, est vraiment une forme de transe. L'extase, elle va être vraiment pratiquée par des religieux qui vont aller dans le désert ou qui vont faire des danses, par exemple pour les derviches turners. Enfin, il y a vraiment une façon d'aller contacter le divin, c'est d'aller au-delà de soi pour contacter ce divin, cet espace divin. Et donc ça, c'est vraiment les techniques d'extase. Vous parlez de la danse de Saint-Guy, c'est la tarentelle, non ? Oui. Et de l'ivresse musicale de Saint-Augustin. Oui. C'est-à-dire que j'ai juste repris ce que lui disait, Saint-Augustin, mais c'est une expérience que l'on peut faire tous, c'est-à-dire qu'à certains moments, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous ou à d'autres personnes, mais vous pouvez être dans une église et il y a des chants grégoriens, par exemple, là je parle pour moi, qui peuvent à certains moments vous transporter, c'est-à-dire ils viennent, ils vous prennent et d'un coup vous partez, vous décollez, il y a quelque chose qui vous emmène dans un ailleurs. Oui, il y a des moments où on est complètement parti, on est d'accord. Oui, et qu'il y a vraiment quelque chose là, mais qui vous amène ailleurs, et ça devient une extase quand il y a quelque chose, pour moi, du côté du divin, qui va en dehors de vous, que vous contactez, dans du plus grand que vous, qui n'est pas complètement de vous, mais quand même un tout petit peu aussi de vous. Est-ce qu'on peut la contrôler, cette transe ? Cette extase, il me semble qu'à un moment, on peut la déclencher, mais ce qui va se passer après, je ne pense pas qu'on puisse la contrôler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, quand vraiment on est dans cette extase-là, qu'on peut retrouver dans des formes d'ouverture du cœur aussi, il y a quelque chose, ça y est, on est embarqué, ça nous emmène. Ça ne dure pas forcément très très longtemps, mais il me semble que vraiment, quand on est dans ces dimensions-là, il y a une part qui nous échappe. Et vous dites que c'est très important de la refermer, la transe. Alors, pour moi, oui, parce que en fait, on est incarné sur cette terre et on doit être dans cette réalité-là, dans notre quotidien, et que c'est aussi important, puisqu'on est au service, où on est avec les autres, on vit avec les autres, c'est d'être pleinement avec les autres, pleinement dans cette vie-là et dans cet instant-là. C'est-à-dire que pour moi, aller dans ces espaces de conscience élargie, aller dans cette transe, c'est pour nous faire contacter d'autres dimensions, mais que ce soit au service de ce qu'on vit ici et maintenant, et de ne pas rester dans ces autres espaces où on serait coupé du monde. Que font parfois certaines personnes, parce que ça peut être tellement magique, tellement merveilleux qu'ils n'ont plus envie de revenir, ils n'ont pas envie de scoltiner le quotidien et de rester dans ces mondes qui peuvent être merveilleux, attrayants. Alors, on vous pose aussi la question de qu'est-ce que c'est que la conscience, dans la mesure où elle est élargie, il faut déjà savoir ce que c'est que la conscience. Et vous dites que les Anglais ont 2 mots pour conscience. Oui, ils ont
deux mots qui est une conscience de ici et maintenant, c'est consciousness, et ils ont une autre conscience qui est une conscience qui s'appelle awareness, qui est une conscience plus fine de ce qui est présent dans le champ, on va dire, qui peuvent être des énergies, de ce qu'on va ressentir de façon beaucoup plus subtil, mais qui n'est pas montré directement, comme quand je vois quelqu'un devant moi où j'ai la conscience que la personne est là assise devant moi. Par contre, la conscience en awareness, c'est ce qu'on va ressentir de cette personne sans qu'elle nomme, mais juste de quelque chose qui est très intuitif. Et vous parlez aussi de Stanislav Grof, oui. qui propose 2 niveaux de conscience, holotropique et illotropique. Donc il y aurait 2 espaces, 2 mondes que l'on retrouve de manière assez similaire dans les représentations amérindiennes avec le tonal et le nagual. Oui. C'est quoi ces 2 états de conscience? Une qui serait éveillée et l'autre... Oui. Donc il y a vraiment cette conscience d'une réalité, et là encore dans le nagual et dans le tonal, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va retrouver chez Grof, mais dans tout courant transpersonnel, qui pour eux est le contact avec tout l'espace divin, qui est aussi important dans l'espace thérapeutique. Donc là, il y a vraiment un travail. Grof a été vraiment un vrai précurseur, puisque c'est lui le premier qui a travaillé à l'époque sous substance, c'était LSD psilocybine, puisque c'était autorisé. Donc il a vraiment un travail vraiment intéressant, parce qu'il a un recul, c'est un psychiatre, donc il y a quand même quelque chose de très scientifique, voilà, c'est un peu le côté cartésien, mais le travail qu'il a fait, c'était pensé, réfléchi, il a posé un cadre. Et il s'est aperçu que l'espace divin, on allait souvent contacter dans ces états de conscience élargis un espace divin, et dans lequel il était intéressant d'aller se nourrir pour pouvoir continuer à grandir. Oui, donc une espèce d'attente messianique, hein, vous dites? Alors on peut le dire comme ça, et c'est pour moi une des questions qui, en tant que thérapeute, est vraiment très complexe, parce que c'est quand même important de rester thérapeute, et encore une fois, de ne pas être gourou. Et même sur le plan, j'ai envie de dire, théorique, si on prend sur une conscience humaine, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la conscience humaine doit contacter un espace sacré, divin, ou pas? C'est une vraie question théorique. Vous dites aussi que votre expérience clinique vous montre qu'il existe des visions étranges qui ne relèvent pas de la pathologie. Vous avez eu des patients qui vous décrivaient des sorties du corps, des OBE là, qu'ils avaient vécues. Ils ne présentaient pas de troubles psychiques particuliers. Il y en a certains qui vous ont parlé d'extraterrestres. Enfin, il se passe beaucoup de choses, des sorties du corps. Oui. J'ai par exemple une expérience d'une patiente vétérinaire, donc quelqu'un qui est bien installé dans sa vie, qui a un job, qui marche bien, qui a une famille, et qui un jour me dit, écoutez, j'ai une expérience qui est particulière, je ne sais pas si je dois vous en parler, mais je me suis vu dans la tête du cheval, et moi je voyais ce que le cheval voyait, ce qui m'a été très utile avec lui, mais il y a quelque chose comme ça où il y a des gens qui ont des expériences qui sont non ordinaires et qui ne savent pas quoi en faire, avec une peur d'être pris pour fou, et qui peuvent en plus critiquer cette expérience. À partir du moment où je peux dire, tiens, ce que j'ai vécu là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, ça m'interroge, ça ne prend pas ma place dans une représentation du monde qui est normale, acceptable dans ma culture. À partir du moment où on peut avoir cette réflexion-là, ce recul, on n'est pas dans une pathologie qui serait quelque chose d'un délire où je suis sûr que j'ai vu ça, c'est vrai, j'ai raison. Donc quand il y a cette réflexivité-là, on est, pour moi, dans un autre espace que les gens contactent et qui ne savent pas comment faire avec cette expérience-là. Et tout le travail d'accompagnement thérapeutique, c'est de permettre à ces personnes de trouver une place à leur expérience qui est souvent inquiétante pour eux et dont ils ne savent pas quoi faire. Vous dites, dans notre société se pose la question du statut ou de la place à accorder à une vision, et quelle validité accorder à ce phénomène perçu de la personne elle-même. C'est-à-dire, il n'y a qu'une personne qui le voit, on peut se demander si c'est pas une hallucination. Oui.
complètement. Alors ça, c'est vraiment une question importante, c'est-à-dire que c'est des gens qui me disent, mais est-ce que j'ai halluciné, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis pas fou? Si je prends par exemple une de mes patientes qui me dit, ben voilà, quand mon mari est mort, j'étais à 300 km de lui et quand il est mort, je l'ai ressenti et j'ai dit à ma voisine, j'ai mon mari qui vient de mourir. Qu'est-ce qu'on fait de cette expérience-là? C'est-à-dire que c'est pas, et en plus c'était juste exact. C'est pas une hallucination. En même temps, c'est quelque chose qu'elle a perçu. Et il n'y a qu'elle qui l'a perçu. Il y a qu'elle qui a eu cette expérience-là. Donc, vous voyez, c'est aussi d'aider la personne à dire, ok, cette expérience-là, mais alors qu'est-ce que ça me fait voir du monde? Quelle représentation j'ai à ce moment-là du monde, qui est visible, invisible, de la vie, de la mort, du sens de la vie? Vous voyez, c'est vraiment ces expériences-là qui nous permettent d'aller voir toutes les questions existentielles qui soutiennent notre être. Alors, vous parlez aussi des expériences de Paco Rabanne, des visions de Paco Rabanne. Oui, enfin, j'avais trouvé ça assez drôle. Je ne sais pas si vous vous souvenez où il avait en fait prédit la fin du monde. Non, Si, on s'en souvient. C'était même avant 2012. Hein. C'était, je sais plus en quelle année, mais en 2000. En 2000, d'accord. Avant 2000, il avait eu une vision. Et comme il était assez connu, il avait utilisé, enfin je pense que les journalistes, comme il était très connu, qu'il y avait quelqu'un comme ça à qui s'avançait, et je pense qu'il était persuadé de sa vision. Vous voyez, et c'est là où vraiment il y a toute l'interprétation ensuite de la vision qui est vraiment importante. Parce que si encore une fois, on prend cette vision sur un premier degré, on peut se prendre la porte en pleine figure. Ceci dit, si on le voit au niveau du processus, au niveau de l'humilité, je pense que ça a dû lui faire faire un travail absolument incroyable dans son développement personnel. On n'entend plus parler de lui d'ailleurs maintenant. Oui, mais je pense qu'il était la risée de tout le monde. Il a fait amende honorable après en disant qu'il s'était trompé. Mais vous voyez, si on le prend au niveau du développement personnel, s'il avait à faire une expérience d'humilité au niveau du processus, ça a été pile poil. Hein. Mais au-delà de ça, ça va aussi lui demander de comment il a compris finalement tout son rapport aux invisibles, comment est-ce qu'il dialogue avec et quelle place il a par rapport à ça. Et donc paradoxalement, l'état de conscience élargi provient de la capacité de notre conscience à lâcher prise. Oui. Donc c'est paradoxal parce que lui, il fallait qu'il lâche prise sur beaucoup de choses pour délivrer son message. Il avait quand même un côté messianique à délivrer un message, donc oui. Il fallait qu'il lâche prise d'un côté. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est-à-dire que pendant la transe, pour être en transe, ça vous demande de vraiment tout lâcher parce que sinon il y a toujours votre petite tête qui dit oui, mais là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? C'est pas vrai? Est-ce que tu te la joues pas? C'est-à-dire qu'on a vraiment un mental qui veut pas lâcher, qui veut toujours garder le contrôle et le pouvoir. Donc ça veut dire que pour être en transe, il faut que le mental il puisse se taire pour que des images puissent venir. Mais c'est pas parce que les images viennent, encore une fois, qu'elles sont vraies telles qu'elles sont. Elles ont un sens, elles ont plusieurs sens, et c'est là où c'est vraiment important de faire ce décollage-là, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se disent thérapeutes accompagnants, qui vous mettent dans des états de transe, mais qui ne savent pas accompagner après, finalement, la plante c'est ce qui est bon pour toi, ou alors l'image elle-même, elle parle d'elle-même, sauf que c'est pas ça. On répète la phrase que la transe apparaît quand le moi disparaît. Oui. Donc le moi peut réapparaître une fois que la transe s'est arrêtée. On va faire la dernière pause musicale et on se retrouve tout de suite après sur l'antenne d'IDFM. Merci. Voilà, c'est la dernière partie de cet Au-delà du miroir avec Denis Dubouchet, état de conscience élargi, psychothérapie et chamanisme. Donc vous parliez, Denis Dubouchet, de la clé en main des accompagnants, qu'il faut vraiment se méfier quand on est accompagnant ou quand on est accompagné. Oui,
Les deux, parce que, comme je vous le disais, donc, quand on a une vision, mettre quelqu'un en transe, c'est pas très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de techniques de transe qui peuvent être le chant, la danse, ça peut être des substances, ça peut être de l'hypnose. Enfin, il y a beaucoup de différentes techniques qui sont facilement accessibles. Sauf qu'une fois que les gens sont en transe, c'est comment est-ce qu'on les accompagne. Il suffit pas de mettre les gens en transe pour que le travail soit fait. C'est là où en fait le travail va vraiment commencer. Donc ça demande pour moi des précautions. Ça demande des précautions, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir accès parce qu'il y a des structures de personnalité qui sont vraiment fragiles, qui à certains moments, c'est pas le moment pour eux de faire ce genre d'expérience-là. Il y a parfois aussi, j'ai pu voir des accompagnements qui ont fait quelques stages de chamanisme et qui tout d'un coup se pensent chamans parce qu'ils ont eu des visions qui étaient justes en plus. Donc dans une forme d'élan, d'enthousiasme, ils pensent pouvoir aider tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est long comme travail, qui est complexe, qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. Et comme on est plutôt dans une période propice à ce qu'il y ait beaucoup de stages comme ça, de découverte, je trouve que tous les stages ne sont pas forcément sérieux. Oui, vous dites Ça me permet cette critique, mais il me semble qu'elle est quand même importante. Vous dites que Nancy Milldon formule l'hypothèse que la mode actuelle des trans dans le mouvement néo-chamaniste n'est pas étrangère à une tentative de façonner autrement une identité déboussolée dans un monde devenu chaotique, imprévisible et potentiellement ou réellement d'une extrême violence. Donc c'est aussi un effet, enfin c'est aussi une façon de chercher ailleurs ce qu'on trouve plus. Oui. Le monde est anxiogène, voilà. Donc le monde est anxiogène et c'est une façon de trouver un monde meilleur, réconfortant, qui vient aussi donner du sens à notre vie. L'autre apport aussi que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'était celui de Charles Melman et de Jean-Pierre Lebrun, où eux, ce qu'ils postulent, c'est que la question de la transcendance qui soutient notre être, notre façon d'être humain, avant, elle était portée par un discours social. C'est-à-dire, il y avait Dieu ou il y avait une forme d'idéologie qui pouvait être marxiste. Enfin, il y avait une position transcendantale sur la vie. Or, tous ces discours-là ont été attaqués, c'est-à-dire que la religion a été mise à mal. Les grandes idéologies ont également été mises à mal, ce qui fait que au niveau éducatif, les parents ne pouvaient plus se référer à un discours tiers qui permettait une transcendance et on a perdu cette fonction de la transcendance socialement. Et de mon point de vue, tous ces mouvements spirituels, néo-chamanistes, c'est une façon d'aller retrouver une forme de transcendance qui n'est plus portée par notre société. Donc il y a effectivement à la fois de ce que dit Nancy Milldon et à la fois ce que disent Lebrun et puis Melman, pour moi il y a un mouvement social qui pousse à ce genre d'expérience-là, qui pousse à les vouloir recontacter du divin. J'ai vu une chamane qui me disait mais j'en ai marre que les Occidentaux viennent chez moi pour aller voir Dieu, pour aller rencontrer Dieu. Et je pense qu'il y a cette recherche-là qui nous manque dans notre société. Ils viennent chez elle pour rencontrer Dieu et c'est très étonnant pour eux qu'on ait besoin de les rencontrer justement chez eux et pas ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent mais pourquoi est-ce que vous venez chez nous ? Vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous. Enfin, qu'est-ce que vous voulez chercher dans une culture que vous ne comprenez pas et qui ne vous appartient pas, alors que dans la vôtre, il y a tout. Sauf que dans la nôtre, ça a été décrédibilisé. C'est plus un point d'appui. C'est vraiment, encore une fois, cette recherche de la transcendance où on est plutôt dans une société où il faudrait posséder des objets, ou croire que le bonheur, ça serait à travers cette possession d'objets. On aurait à faire l'économie de la castration et qu'il y aurait une jouissance possible à travers les objets et on se priverait, on ferait l'économie de ce travail de la transcendance. Oui, c'est comme d'aller chercher ses vies antérieures, ce qui est tout à fait normal pour les Sud-Américains et ce qui leur paraît suspect pour les Occidentaux. Oui, alors moi c'était ce que m'avait dit un thérapeute indien qui était hypnothérapeute et je lui avais posé la question, j'avais dit mais quand des gens viennent vous voir en hypnose et qui veulent
voir ce qui s'est passé dans leur vie antérieure. Il m'a dit, mais moi, quand c'est un Indien, quand c'est dans notre culture, je fais le travail, je comprends, ça prend du sens. Mais quand c'est un occidental, je dis, non, mais qu'est-ce que vous cherchez vraiment? C'est quoi ces histoires de vie antérieure? Il y en a d'autres qui viennent d'une autre planète. Oui. Et donc là, vous dites que le message est plus important que la véracité de l'existence ou de l'expérience. C'est le message qui est le plus important. Oui, et c'est là où je trouve qu'on a vraiment à prendre du temps pour aller déplier ce message. Quels sont les différents sens à travers ce message? Alors, vous parlez des expériences effrayantes, un peu regarder l'ombre. Finalement, on voit des choses quelquefois qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'est-ce qu'on voit exactement quand on essaye d'élargir sa conscience? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous est donné de voir? Alors, ce qui est donné de voir, on ne sait jamais au départ. On ne sait jamais au départ, sauf que quand on travaille de façon chamanique, parce que là, on a une intention, on va chercher un esprit, on sait ce qu'on va travailler. Quand on est dans un état de conscience élargi en thérapie, où on ouvre tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut à la fois voir la relation qu'on a avec les gens de sa famille, avec les gens avec qui on vit, mais ça peut être aussi, ça peut nous amener vers une expérience effrayante où on se retrouve dans une sorte d'enfer, qui peut prendre des formes différentes. Ça peut être dans des visions extraterrestres, mais il y a vraiment, ça ouvre sur énormément de choses à ce moment-là. Ça renforce les croyances vis-à-vis de l'invisible aussi. Alors, ça vient renforcer oui, toutes ces croyances-là, parce qu'en plus, il y a souvent un espace émotionnel qui est connecté. C'est-à-dire, quand vous avez ces visions effrayantes, il y a aussi une émotion. Et on a plutôt tendance à se dire, puisque j'ai eu une émotion, c'est donc que c'est vrai. C'est-à-dire que ma vision, elle est juste. Je l'ai ressentie à l'intérieur de moi. Donc, ça vient donner une croyance en la vision. Si on reste au tout premier degré, c'est-à-dire que si je vois le monde comme étant un enfer, comme quelque chose où il y a toute une noirceur, où je vois chez les gens tout l'aspect qui peut être sadique, qui peut être mesquin, qui peut être sombre, qui peut être avide, si je reste avec cette vision-là, qu'on aurait tout ça en tant qu'être humain, que dans nos rapports humains, c'est ça qui nous gouverne, ça va être sacrément compliqué pour moi ensuite de revenir et de faire confiance aux gens. Et pas forcément. J'aurais vécu ça. Et pas forcément aux autres. Vous avez eu une expérience de dépaissement. Je veux dire, à votre avis, c'était vous-même là, c'était pas les autres qui étaient en. Oui, cette expérience de dépaissement telle que je la décris, c'est une expérience qui avait été voulue. C'est-à-dire, c'est dans une de mes initiations, par contre chamanique, où On apprend à mourir. voilà, ça fait partie des initiations, parce que c'est une transformation, le dépaissement. Oui, c'est pour mourir. Donc là, ça prenait du sens pour moi. Quand j'ai eu une expérience effrayante où je me suis retrouvé dans quelque chose qui était de l'ordre de l'enfer, avec des créatures monstrueuses que je pouvais voir de façon très claire, comme peuplant aussi cet univers, c'est qu'est-ce que je fais de ça? C'est-à-dire qu'à un moment, je vois ce côté sombre, mais quand je reviens dans la réalité, je me dis, mais alors, comment je vais interpréter ça, ce côté sombre qui me parle, qui est là, dans cet espace? Et là, je vais avoir vraiment besoin d'aller le digérer, le comprendre, l'intégrer et d'en retirer des enseignements, mais pas de le prendre encore une fois sur du premier degré. Alors, il nous reste quelques minutes. Parlez-nous du recouvrement d'âme. Alors, ça, c'est une technique de soins chamaniques que je vais utiliser en thérapie parce que, là encore, quand même, petite précision, quand je suis thérapeute, je ne fais pas du chamanisme. Pour moi, les deux cadres sont incompatibles. C'est-à-dire que le thérapeute accompagne la personne à trouver sa vérité, à trouver son regard sur la vie, alors que le chaman, lui, il sait et il dit ce qui doit être fait. Donc, pour moi, il me semble que les deux postures sont complètement incompatibles. Quelqu'un qui va faire un recouvrement d'âme au niveau du chamanisme, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une partie de l'âme de la personne qui l'a quittée, qui est allée ailleurs. Et donc le chaman va chercher cette partie d'âme pour la remettre à la personne. Au niveau d'une thérapie, on fait tous cette expérience. Par exemple, si vous avez eu un accident de voiture étant petite et que vous avez eu très peur, vous pouvez garder ce souvenir ancré et toujours avoir très peur des voitures. En thérapie, je vais faire contacter
cette petite fille qui a eu peur et qui reste avec sa peur, et je vais faire un dialogue entre la personne adulte actuelle et cette petite fille, à ce que mon patient puisse... À ce que l'adulte puisse, puisse aider l'enfant intérieur. Oui. Avec cet enfant intérieur. Et donc, c'est la même technique qu'au niveau du recouvrement d'âme, avec l'idée que cette petite fille, que cet enfant intérieur soit apaisé pour qu'elle puisse réintégrer la personne sans être apeurée. Donc, c'est plutôt, à ce moment-là, une similitude dans les techniques, sauf que au niveau du chamanisme, pour eux, c'est du réel. Au niveau de la thérapie, c'est du symbolique. Oui, vous dites le risque que j'ai pu observer dans ma pratique de thérapeute est de vouloir s'engager directement sur le niveau des invisibles ou du spirituel en délaissant l'approche de la psychothérapie classique. Oui. Donc c'est difficile. Un des risques, en tout cas pour moi, thérapeute, j'ai beaucoup de gens qui sont dans des démarches spirituelles, qui sont d'ordre différent. Je peux avoir des gens bouddhistes, je peux avoir des gens catholiques, je peux avoir des gens qui sont dans du chamanisme. Et en tant que thérapeute, là où j'en suis, je pourrais avoir cet intérêt d'aller directement aussi sur cet espace des invisibles qui occupe une grande partie de ces gens, puisqu'ils sont dans des quêtes spirituelles. Sauf que si je reste uniquement à ce niveau-là, il y a une partie de la thérapie que je vais oublier. Alors, donc, en tant que thérapeute, être vigilant à pas être non plus uniquement sur cet aspect peut-être qui nous intéresse ou qui pourrait moi m'intéresser, du côté du merveilleux ou du côté du spirituel, mais aussi d'aller visiter ce qui est bêtement, entre guillemets, de l'ordre du quotidien, des colères contre les gens, des tristesses. Revenir un peu sur Terre comme cette Giulietta Casimiro. Oui. Donc, rappelez-nous, vous vous dirigiez vers sa maison, la route... Donc, c'est une des 13 grand-mères qui est... 13 grand-mères indigènes qui conseillent le monde. Oui, qui conseillent le monde. Il y a 13 grand-mères qui conseillent le monde, qui est une histoire absolument incroyable, qui était une vision d'une chamane on lui a dit qu'il faut que tu trouves 12 autres personnes et vous allez être donc des femmes sages pour surveiller le monde. Donc voilà, il se trouve que j'ai été avec Julieta et on rentrait chez elle, on était au Mexique et pour aller chez elle sur les routes du Mexique, c'est des chemins qui sont vraiment pas entretenus, des chemins en terre avec des cailloux, il y a quelques herbes qui poussent et comme chaque fois qu'on rentrait, il y avait une de ses filles qui nous préparait une super boisson au chocolat. Donc on rentrait, j'étais à côté d'elle et je pensais à cette boisson chocolatée. Et mon esprit était déjà à me dire super, on va boire un bon lait au chocolat. Et à ce moment-là, je vois Julieta, qui est une vieille femme. Et il y avait une plante qui était courbée. Elle s'est baissée, elle s'est arrêtée, elle a redressé la plante. Et elle lui a fait un beau sourire. À la plante. Et elle a eu un sourire absolument incroyable, lumineux. Et je me suis dit, waouh, je suis passé à côté de ça. Mon esprit était déjà ailleurs et je n'ai pas vu là où j'étais, là où je marchais. Et voilà à côté de quoi je passe. Mais vous avez quand même vu Giulietta, comme vous dites, se baisser pour s'occuper de la fleur. Donc vous étiez quand même là. Denis Dubouché. État de conscience élargi, psychothérapie et chamanisme, c'est aux éditions d'Hervy. Vous auriez une citation pour terminer l'émission ou pas? Une citation, non, là, comme ça, vous me prenez de court. Si, il y a une citation qu'un jour un chaman m'a dit, « Fais le bien et tais-toi ». Fais le bien et tais-toi. Oui. Eh ben, nous allons nous taire alors. Je vous remercie beaucoup, Denis Dubouché. Je vous en prie, merci à vous de votre invitation. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.